Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 29 juillet 2025, épisode 370. Au sommaire aujourd'hui, une campagne mobile massive touche l'Asie, SarangTrap détourne des applications Android et iOS pour espionner, voler des données et faire chanter ses victimes. 2 vulnérabilités critiques SharePoint exploitées dès leur divulgation. Toolshell combine l'exécution de code à distance et spoofing serveur, et CrowdStrike bloque les attaques. Une révolution attendue pour FreeBSD, la version 15.0 propose enfin une installation avec bureau KDE intégré pour simplifier l'expérience utilisateur. Et nous terminerons avec Pavel Durov, patron de Telegram, de nouveau interrogé à Paris. La justice française enquête sur les usages criminels de la messagerie. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Les chercheurs de Zimperion Zelab ont révélé une vaste campagne de logiciels malveillants mobiles baptisée SarangTrap. Cette opération cible Android et iOS avec une concentration sur la Corée du Sud. Plus de 250 applications Android malveillantes et 80 domaines frauduleux sont impliqués. Les applications se présentent comme des services de rencontre, de stockage ou de transport. Elles exfiltrent des contacts, images et fichiers des utilisateurs tout en maintenant une apparence légitime. Sur Android, après saisie d'un code d'invitation, l'application contacte un serveur C2 et demande des permissions critiques, SMS, fichiers, contacts. Ce mécanisme rend l'analyse dynamique et la détection antivirus plus difficile. Sur iOS, une configuration mobile frauduleuse permet l'installation et l'exfiltration de données. Des cas de chantage numérique ont été rapportés. Une autre campagne parallèle utilise 607 domaines en chinois pour distribuer des APK malveillants imitant Telegram via des QR codes. Les APK signés avec le schéma V1 sont vulnérables à la faille Janus, affectant Android 5.0 à la 8.0. McAfee Labs a signalé des campagnes ciblant des utilisateurs indiens et bangladais à l'étranger avec de faux services financiers. Les applications volent des informations bancaires, des données sur la SIM et utilisent Firebase comme C2. Des interfaces simulées sont utilisées pour leurrer les victimes. Au Vietnam, un cheval de Troie bancaire baptisé Red Hook est diffusé via des faux sites gouvernementaux. Il communique par WebSocket, accepte plus de 30 commandes distantes. Vous vous rendez compte, il y a 30 commandes qu'on peut faire. Il utilise des API Media Projection et Accessibility pour capturer l'écran, mener des attaques par superposition. L'infrastructure S3 associée contient des captures et modèles frauduleux depuis novembre 2024. Des APK modifiés ont aussi été découverts utilisant l'outil APK Signature Killer X. Celui-ci permet d'injecter une payload secondaire tout en gardant une signature valide. L'objectif ? Exfiltration de données, manipulation de trafic réseau et génération frauduleuse de revenus via des circuits d'affiliation. Les kits PhantomOS et Nebula, proposés en mode malware as a services, intègrent interception de FA, installation silencieuse, overlay phishing et échappement à Google Play Protect. Des services comme Android ADB Scanner permettent même l'installation forcée d'APK via des ports ADB ouverts. Et enfin, des places de marché comme Valhalla commercialisent des appareils déjà compromis infectant par des trojans tels que Emrak, Hook, Hydra ou Octo. On vit dans un monde formidable. Depuis le 18 juillet 2025, CrowdStrike a détecté des tentatives d'exploitation de 2 vulnérabilités 0D affectant Microsoft SharePoint. L'exploitation combinée de la CVE 2025-53770, une exécution de code à distance critique, et la CVE 2025-53771, une vulnérabilité de spoofing serveur constitue une chaîne d'attaque baptisée Toolshell. On en avait déjà parlé sur Radio Cessort. Ce que je trouve intéressant, c'est que CrowdStrike a publié sur son blog, alors je vous rassure tout de suite, chères auditrices et chers auditeurs, Radio Cessort est toujours autonome. Je ne suis pas sponsorisé par CrowdStrike, mais c'est intéressant de voir que leur outil leur a permis de détecter et plus de 160 environnements clients ont été ciblés avec plusieurs centaines de tentatives bloquées. L'exploitation repose sur une requête POST malveillante visant à écrire un fichier ASPX nommé spinInstall 0.aspx à l'aide de PowerShell afin de dérober les clés machines 2IS. CrowdStrike a constaté une montée en charge rapide le 18 juillet entre 13h30 et 18h45 UTC avec 177 serveurs attaqués. Après une pause, le 19 juillet, les attaques ont repris à partir de 7h40.
Le moteur comportemental Falcon Insight XR a bloqué les processus PowerShell initiés anormalement par le processus 2IS SharePoint, identifiés comme des activités post-exploitation. Des alertes incluent la création de web shell, des anomalies DNS et des corrélations de comportements suspects. Les clients Falcon peuvent visualiser les systèmes vulnérables via le tableau de bord Falcon Exposure Management qui intègre les deux CVE, et l'exploitation active confère à cette faille un score EXPRTAI critique. Pour les utilisateurs de Falcon Next Gen SIEM, une règle spécifique nommée Toolshell Exploitation est disponible. Elle détecte les postes suspects via le chemin toolpen.aspx ainsi que des chaînes d'exécution. Bien entendu, Microsoft a publié des corrections pour SharePoint Server 2016 et 2019 et la version Subscription Edition. C'est pas de la pub. Au début, j'ai cru que c'était un peu de publicité. Quand on lit l'article de CrowdStrike, ce qui est intéressant, c'est de voir que leur produit a détecté très rapidement cette vulnérabilité. Ils ont été aux avant-postes, mais surtout, ils disent comment on peut le détecter et qu'est-ce qu'on doit mettre en place sur les règles de SIEM. C'est intéressant, je voulais le partager avec vous. Et je n'ai rien touché, hein. Je ne suis pas sponsorisé par CrowdStrike. Alors nous sommes dans l'été et j'en profite pour me faire plaisir sur un projet qui me tient toujours à cœur, c'est FreeBSD. Ils ont annoncé une évolution majeure pour les utilisateurs de bureau, donc pour toutes les versions desktop, parce que généralement du FreeBSD sur desktop, il y avait quelques versions, il y avait du FreeBSD desktop qui était sorti mais elle n'était plus maintenue. Il faut savoir qu'à partir de FreeBSD 15.0, l'installateur proposerait une option intégrée pour déployer un environnement KDE minimal dès l'installation. L'objectif est de proposer une procédure à faible interaction, conduisant directement à un écran de connexion graphique KDE sans nécessiter d'installation manuelle postérieure. C'est vrai que moi, je fais partie de ces gens qui ont toujours adoré FreeBSD. Et c'était quand même assez rude quand on voulait installer une interface graphique. On passait quand même, dès qu'on voulait un petit peu la customiser, des nouveaux packages, ça faisait un peu saigner quand même. On y passait quelques heures. C'était un truc de barbu. Et le projet travaille actuellement sur la sélection automatique des pilotes graphiques adaptés en évaluant les dépendances nécessaires pour garantir une expérience utilisateur fluide. Ouais, c'est ce qui manque le plus. Selon Alfonso Siciliano, publié sur GitLab, les versions futures incluront également d'autres environnements de bureau, des applications GUI et un passage progressif de X11 à Wayland. Alors personnellement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, la tendance est de partir sur Wayland, mais bof. Alors c'est un changement qui va simplifier l'adoption de FreeBSD pour les utilisateurs habitués au système Linux sur leur bureau. Moi, j'y crois pas. C'est une philosophie qui est beaucoup trop différente. Ça demande encore de rentrer énormément dans les détails techniques, opérationnels. C'était très sympa quand vous avez du temps, vous dites ok, allez, je me lance là-dessus. Mais aujourd'hui, avec la pression qu'on a, les charges de travail qui sont imposées dans les équipes de réponse à incidents, un FreeBSD en mode desktop, il va être utilisé pour un travail très spécifique, mais il faut que ça rocks, quoi. On ne peut pas passer une nuit entière à recompiler entre le kernel et les applis. C'est un peu rude. Pour finir cette revue de presse, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a de nouveau été entendu hier, lundi 29 juillet 2025, par les juges de Paris. Il s'agit de sa 3e audition depuis sa mise en examen en août 2024 dans une affaire de complicité présumée avec des activités criminelles sur la plateforme Telegram. Âgé de 40 ans, Pavel Durov s'est présenté au tribunal de Paris entouré de ses 4 avocats. L'entrepreneur, naturalisé français, ne s'est pas exprimé publiquement. Les poursuites portent sur une supposition inaction de Telegram face aux usages criminels de la messagerie très prisée des groupes cybercriminels. Depuis son arrestation à sa descente d'avion au Bourget en 2024, Durov est accusé de fermer les yeux sur les trafics et d'insuffisamment coopérer avec les autorités judiciaires. Les avocats de Durov contestent la légalité de la procédure, invoquant une violation des règles constitutionnelles françaises et européennes. Ils ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité et saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Telegram affirme de son côté avoir renforcé sa coopération avec la justice française et depuis décembre 2024, Durov reconnaissait alors la présence croissante d'acteurs criminels sur sa plateforme, tout en affirmant qu'il s'agissait d'une minorité d'utilisateurs. Il s'était engagé à améliorer les dispositifs de signalement. La plateforme rejette les critiques françaises assurant respecter le Digital Services Act de l'Union européenne. Elle renvoie la responsabilité aux autorités, affirmant que les réquisitions judiciaires sont désormais correctement adressées. Enfin, Pavel Durov a obtenu un assouplissement de son contrôle judiciaire. Mi-juillet, il est désormais autorisé à séjourner jusqu'à 14 jours à Dubaï, où il réside habituellement.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 29 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le fait si on fait un épisode dédié aux messageries sécurisées. Parce qu'entre Telegram, Signal, toutes ces fameuses messageries qu'on a sur le téléphone, il y en a même qui utilisent WhatsApp pour du sécure. Incroyable. Et est-ce que je fais un épisode spécial là-dessus ou pas ? Vous me le direz. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle fin de journée pour ceux qui m'écouteront ce soir et une très belle journée pour tous ceux qui m'écouteront demain matin. Au revoir.